to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche après quelques vacances. Bon, vous avez eu un épisode la semaine dernière, mais il avait été enregistré avant les vacances et puis après il s'est passé quelques trucs, mais je ne sais pas si on vous dira tout parce qu'il y a quand même le secret médical, un lavement, des furoncles, on ne dira pas tout. Quoi qu'il en soit, bienvenue donc dans un nouvel épisode de La Cloche, toujours en compagnie de Christophe de Ajus, évidemment, de Ali de Catch Club et des stars du programme, les pops de Ali de Catch Club. L'été se passe bien, merci, bisous. C'est tout ? Oui. Bon, bah écoutez, on fera pas plus long aujourd'hui avec les pops. Ali, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche. Petite explication très rapide. Il faut savoir qu'à la base... Il me montre moi, mais c'est pas moi. Non, c'est pas lui. On voulait à la base vous sortir des épisodes pendant ces 2 semaines précédentes, mais il y a eu, comme Christophe l'a dit, les soucis médicaux. Pas trop de détails, mais j'ai eu ma 2e dose de vaccin. Comme vous le savez, certaines personnes réagissent plus que d'autres. J'ai fini en vomissant partout. Et du coup, en fait, le jour où on devait enregistrer 2 épisodes... Il fallait laver. Et ouais, on n'a pas pu, mesdames et messieurs. Donc voilà, nous sommes de retour de vacances, bien reposés. Christophe était dans l'ouest de la France. Tout à fait. Ali était dans le sud, et même sur une petite île, l'île de beauté que vous connaissez bien entendu, la Corse. On gros merci. On salue les gens de Ghisonaccia. Très beau petit village où j'ai passé de superbes vacances. Moi je salue les gens d'Arzon qui peut-être nous regardent, du Port Croesti où j'ai peut-être croisé Axel et Aurélien, on ne sait pas, visiblement ils m'ont vu, je ne les ai pas vus, mais on était au même endroit, au même moment, et on n'a même pas réussi à se croiser, donc on salue quand même Axel et toute sa communauté. Il les a vus, mais il voulait juste pas... C'est pas vrai. Non, j'aurais été ravi d'aller boire un verre avec Axel et Aurélien, ça m'a fait plaisir, justement, on aurait pu reparler de choses dont on va parler là, avec un voyage notamment à Londres, mais avant cela, oui, mon cher Ali, l'actualité. On va citer différents sujets, on va repartir en 2018 bien entendu parce que là il se passe beaucoup de choses vers la 2e partie 2018, mais d'abord un petit point actu tout de même, parce que nos vacances tous les deux ont démarré d'abord avec une news, c'était un samedi soir, la WWE a libéré de son contrat Bray Wyatt et nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite. Que dire à part énorme choc ? Oui, bah honnêtement, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Après, bah écoute, ça fait partie évidemment de la vie de la WWE, du divertissement sportif, de tout en général. Hein, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. On en a tellement parlé de Bray Wyatt. Alors effectivement, beaucoup nous ont fait remarquer qu'il faut qu'on arrête. Ça va être compliqué d'arrêter de parler des catcheurs parce qu'il y a toujours le risque qu'ils se fassent virer. Mais c'est vrai que Bray Wyatt, on s'y attendait pas. Est-ce que c'est pour mieux le réengager plus tard, avec peut-être une petite baisse de salaire ? Est-ce qu'il va rejoindre une autre fédération ? À propos, c'est une question que je voulais te poser et également à nos camarades en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une superstar actuellement qui peut faire totalement basculer le rapport de force entre aujourd'hui la WWE et l'AEW, évidemment financièrement la WWE est à son meilleur, je vois beaucoup de gens, oui ça va fermer tout ça, ça peut, on ne sait jamais, hein. Non mais je veux dire financièrement tout va bien, mais ils peuvent décider de changer de route, par exemple moi je sais que, ça n'a aucun rapport, mais je sais qu'HSBC par exemple va arrêter de faire des services bancaires, ils vont se concentrer sur un autre côté de leurs choses. Bon, je sais qu'ils ne sont pas, eux, au mieux comme la WWE. Mais je me demande, alors, est-ce qu'il y a une superstar ? Parce qu'on parle évidemment de Punk, on parle de Bryan, il y a eu Aleister Black, il y a eu bien sûr John Moxley. Est-ce que maintenant Bray Wyatt, on ne sait jamais, j'ai pas lu de news ou de rumeurs, mais est-ce que vous pensez que l'une de ces personnes ou une autre superstar, si elle venait de la WWE vers l'AEW, pourrait faire exploser l'AEW et la faire passer loin devant la WWE. La TNA avait tenté le coup avec les Kevin Nash, avec les Scott Hall, avec les Hulk Hogan, avec Sting, avec Kurt Angle, avec Jeff Jarrett, créateur bien sûr, mais Jeff Hardy, Christian, voilà, toutes ces superstars, ça n'avait pas forcément eu l'effet escompté. Il y avait eu des augmentations d'audience, mais pas suffisantes pour faire vraiment exploser TNA Impact. Est-ce que, à ton avis, une de ces superstars aujourd'hui, Bray Wyatt par exemple, si débarquait à l'AEW, ça pouvait changer ce rapport de force et faire exploser l'AEW ? Moi personnellement, ça peut pas jouer sur un catcheur, je pense. On n'est pas comme à l'époque, par exemple, quand les Nash sont partis, ça a quand même énormément changé la donne pour la WWE. À l'époque,
J'avais posé justement la question à Kevin Nash quand je l'avais interviewé à Paris. Je lui avais dit si là, quels seraient pour toi les All Nash qui pourraient tout changer s'ils sont chopés par la AEW. Il avait répondu donne-moi Cena et Lesnar. Ah, Donne-moi Cena et Lesnar, avec eux je te fais une fédération. Donc c'est sûr que voilà, si par exemple tu chopes deux noms comme ça va faire énormément de choses pour toi. Après, je pense quand même que, et on en avait déjà parlé dans la cloche et en général sur Catch Club également, la WWE depuis quelques années travaille sur le fait que la fédération n'est plus l'idée par un catcheur, mais les gens viennent pour la fédération, pour le groupe WWE. oui, à la Disney un peu. Les gens Voilà. ne vont plus voir un film de Mickey ou Donald ou aujourd'hui toutes les autres stars de Disney, mais c'est Disney, c'est la marque. Donc peu importe les catcheurs qui sont présents, en fait, tu vas avoir la marque, ce qui fait que même si un Roman Reigns passait du jour au lendemain à la AEW, alors bien entendu, je pense que ça les aiderait énormément. Et si Mais Roman je pense Reigns pas et Rollins, qu'ils les battraient. tu vois, si Roman Reigns et Rollins, et si le Shield par exemple se recrée à l'AEW de manière extrêmement bien, parce que c'est aussi ça, hein, c'est pas un catcheur, c'est tout le scénario derrière. Je veux dire, la NWO, c'est tout le mystère qui régnait autour de la NWO, et le premier gros heel turn de la carrière de Hulk Hogan qui ont fait que il y a eu un changement. Cela dit, la WCW avait réussi l'exploit de que dès le premier Nitro, ça concurrençait direct Raw. Donc la guerre était déjà bien lancée et la NWO n'a fait que donner ce dernier coup de pouce dont la WCW avait besoin. Aujourd'hui, la EW, bon, il faut pas non plus comparer, parce que la EW n'a quoi, 3 ans d'existence Un peu moins, ouais. Donc c'est difficile de comparer la WCW qui avait avec la NWA avant, donc des dizaines d'années de vie. Donc il s'était déjà construit une fanbase, il s'était déjà construit une histoire, tout ça, enfin bon. Donc pour toi, aujourd'hui, peut-être du Lesnar, peut-être du Cena. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, en fait, le plus important, c'est l'histoire. Que ce soit Cena, Lesnar ou un Reigns, Rollins, tout est une question de comment ça va être présenté. Pour moi, la dernière personne là qui avait potentiellement quelque chose de spécial s'il effectue un retour, c'est CM Punk. CM Punk, c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis très longtemps et qui peut créer des étincelles. Oui, mais est-ce qu'il est assez mainstream ? Ben, on l'a vu avec l'UFC, c'est vrai que ses ventes de pay-per-view ont été exceptionnelles. Il en vendait du le pay-per-view. Deuxième match qui n'aurait peut-être jamais dû avoir lieu. Mais... dont le résultat a été retourné, je tiens à le préciser pour oui ceux qui ont raté les informations, parce que du coup, pour info, CM Punk n'est pas à 2 défaites en UFC, il est à 1 défaite et un match nul no contest, parce qu'il y a quelques semaines, nous avons appris en fait que son adversaire, lors de son deuxième match, a été contrôlé positif à une substance interdite, je sais plus laquelle, marijuana peut-être, et du coup, en fait, le résultat a été modifié à un no contest. Donc pour info, CM Punk n'a qu'une défaite à l'UFC au final. Bravo à lui. Mais ouais, la manière dont il va être booké, j'ai hâte de voir, parce que bon, on n'en sait rien, mais tout annonce qu'il devrait faire ses débuts. Ouais, moi-même, vous le savez, je regarde pas, et pas simplement parce que c'est la EW, je le dis, je le répète, s'il y a des nouveaux qui viennent, moi, je suis pour la concurrence, l'émulation et compagnie, mais je n'ai pas le temps de regarder la EW. On enregistre avec Ali quasi toutes les semaines, quand monsieur ne vomit pas partout dans son studio. On fait le coffre à catch avec Alain et Colby, plus mes enregistrements, plus ma vie d'à côté. J'ai malheureusement pas trouvé le temps ni la force de regarder la EW, mais je sais qu'il y a plein d'indices dans des promos, dans des petits moments qui laissent à penser que CM Punk va arriver. En tout cas, ils font tout pour faire croire aux gens que ça va arriver. Donc ça serait con que ça n'arrive pas pour eux, parce que là, les gens seraient très déçus. Il y a déjà eu pas mal d'annonces. T'es à un niveau, à un point où là, tu sais très bien que les gens l'attendent, donc à mon avis, c'est impossible qu'il ne soit pas là. Pour info, ce sera le soir où on sort cette vidéo. Donc là, le vendredi 20, vous voyez cette vidéo. Dans quelques heures, vous avez AEW Rampage, le deuxième épisode de Rampage. Et ce qui est bien, en fait, c'est que dorénavant, c'est juste après SmackDown. Donc le vendredi, on a 2 heures de SmackDown. Et si vous êtes réveillé encore je tiens quand même à vous rappeler que le samedi à 20h50, vous avez SmackDown. En VF derrière. Ensuite, samedi, demain, vous avez également SummerSlam en direct et en français avec Nadir Mohamedi et moi-même sur le network SummerSlam, la plus grande fête de l'été. Profitons-en, pour une fois, c'est dans la nuit d'un samedi à dimanche. Oui, c'est ça, va falloir mettre le feu, quoi. Oh oui, mais 50 000 personnes, ça va être une folie. SummerSlam qui est censé être plus grand que WrestleMania potentiellement cette année. Donc voilà, comme je t'ai dit, moi en gros, je pense que c'est même plus trop une question de nom, c'est une question de storyline derrière, comme tu l'as dit, mais Punk est la dernière personne derrière qui a quelque chose de spécial. Donc j'espère qu'ils vont réussir à garder ce côté spécial s'il fait bien ses débuts à la EW.
Voyons comment il va être. Moi-même, j'en parlais récemment beaucoup lors de mes lives. Je verrais bien un Punk heel du côté de la AEW. Parce que je pense que les gens ont tellement attendu longtemps que certains sont un petit peu retournés contre lui avec le temps. Et à Mhm. mon avis, il va quand même être hué par une partie des gens. Donc moi, Mais c'est vrai qu'il a aussi eu pas mal de problèmes avec Colt Cabana. On sait exactement. il s'est un petit peu retourné contre lui. C'est vrai qu'il a eu pas mal de. Il est retourné dans l'émission sur Fox de la WWE. Donc les gens se sont dit, mais pourquoi, après tout ce que tu as dit, pourquoi tu retournes? Bon, il était payé par la Fox. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre de le voir retourner dans un Hmm. studio vide, sans public. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est effectivement le voir avec du public, voir les gens scander Donc, son nom. le best in the world qui serait à la AEW. Moi, idéalement, je verrais bien une petite rivalité Punk contre Bryan, mais à la AEW. Parce qu'on n'a jamais eu la vraie rivalité qu'on voulait entre les deux à la WWE. Je verrais bien les deux commencer comme ça à la AEW. Et après, faites-vous plaisir, catchez un petit peu avec tous les autres. Et puis voilà, moi je rêve d'une Coupe du Monde où tout le monde s'affrontera tous ensemble, WWE, AEW, Oui, je etc. pense que dans c'est pas pour quelques tout de années. suite, ça peut Dans arriver. quelques années. Mais il faut savoir que ça existait hein, du temps de la NWA et de la WWF. Il y a eu des matchs entre Bob Backlund et, si je ne me trompe pas, Ric Flair. Et Bob Backlund peut-être aussi et Harley Race, en tout cas, ou Dusty Rhodes. Bon, bref. En tout cas, ça existait les affrontements entre le champion WWF et NWA. Mais bien sûr, en One hour général, draw. c'était voilà, c'est ça. C'était souvent ça se terminait en match nul, double décompte à l'extérieur, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose où nous, notre génération, nous l'a vendu comme exceptionnel quand il y a eu l'invasion au début des années 2000. Mais en réalité, ça existait et après, pendant une décennie, les deux se sont totalement séparés. Il y a eu cette guerre. Mais bon, le temps que ça arrive entre la AEW et la WWE, on n'y est pas. Je pense On que verra. pour l'instant, aucun des deux n'est prêt à faire ce pas-là. En tout cas, là, faut kiffer. Là. Le week-end, quand cette vidéo va sortir, entre SmackDown juste avant SummerSlam, Rampage où on devrait avoir les débuts de Punk, SummerSlam qui risque d'être phénoménal, et le NXT Takeover le lendemain de SummerSlam où il y a quasiment que des main events. On a un Adam Cole contre Peut-être Kyle le O'Reilly. dernier match d'Adam Cole à la WWE. Peut-être, hein, potentiellement. Potentiellement, comme Christophe le dit, car pour info, son contrat prend fin le week-end après SummerSlam. Mais on sait qu'il est en négociation avec Vince, qu'il aurait rencontré en tête-à-tête. Un petit repas en tête-à-tête avec Vince. Millions de streaming, millions de dollars, millions de problèmes. Donc non, voilà, Adam Cole qui va affronter Kyle O'Reilly dans un 2 out of 3 falls. Mais grosse déception aussi, là, Bobby Fish. Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce qu'on était sur Bray Wyatt. Donc Bah ça, oui, c'est Bray Wyatt, mais- début de vacances. 5 jours plus tard, on a cette vague de licenciements, 12 catcheurs de NXT Donc, et un arbitre. Donc c'est fini pour Undisputed Era. Enfin, c'est fini, pas forcément. Je veux dire, Undisputed Era, ils peuvent recréer avec d'autres superstars. Mais je disais moi, récemment j'avais que je souhaitais l'espoir. les voir Bah ensemble oui, dans le roster bah oui, principal. bah oui. Putain, arrête de dire des trucs. On ne dit plus rien. Maintenant, ça y est, c'est la nouvelle cloche, c'est la cloche en silence. Vous profitez, vous mettez la vidéo et vous faites ce que vous voulez, on dit plus rien. Non, Undisputed Era, Bobby Fish, ça fait mal. Mercedes Martinez, moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Moi aussi, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui aurait dû avoir au moins 2-3 ans peut-être dans un roster principal parce que elle avait l'air crédible. Tu pouvais la mettre face à une Charlotte, face à une Rhea Ripley, Ouais. etc. Et bim, quoi, je veux dire. Elle avait ce côté badass, elle avait Ouais. et puis il y avait l'expérience. Elle est plus toute jeune, enfin elle avait roulé sa bosse, donc Elle avait tout fait. C'est une légende du circuit indépendant à la base et c'était un petit peu un couronnement pour elle en fin de carrière que de pouvoir avoir ce passage à la WWE. Au final, son seul passage dans le roster principal aura été au sein de Rétribution pendant quelques semaines. c'est vrai. Eh oui. Non, t'es sûr, c'est pas Miaim. Elles étaient deux au final. Ah. Les premières semaines, il y J'avais avait déjà oublié. deux catcheuses, dont Miaim c'était Reckoning et l'autre c'était Retaliation, Mercedes Martinez. Sauf qu'elle, au bout de 2-3 semaines, elle a directement demandé à être sortie. Remettez-moi NXT. Oui, voilà, Vite. s'il vous plaît. Vite, oui, non, ça va. Ouais. Donc, non, NXT ça fait mal, Bronson Reed. Ouais. Après, j'étais pas particulièrement, mais c'est vrai que j'ai vu un de ses tweets où il disait qu'il était le meilleur super heavyweight du moment. Et c'est vrai que le peu que j'ai pu en commenter sur la chaîne Équipe, c'était vraiment quelque chose de plaisant à suivre. Il bouge vite, il est impressionnant à regarder. Donc, et j'avais l'impression qu'il voulait construire quelque chose autour de lui, en tout cas à l'époque de l'équipe. Donc, bon, surpris. C'est surtout là qu'on voit, parce que moi-même je fais les news chaque semaine et on a différentes infos de la part des médias américains qui nous disent que les vagues de licenciements sont dues à ci, sont dues à ça, coupure budgétaire. Bon, on sait que c'est l'excuse qu'ils utilisent, coupure budgétaire. D'autres personnes qui disent qu'ils veulent relancer NXT vers des gens plus grands, plus forts et plus jeunes. Mais au final, quand tu regardes certains licenciements, tu dis que toutes ces excuses n'ont pas l'air crédibles. Parce que par exemple, Bray Wyatt, tu peux pas lui dire je te vire pour coupure budgétaire, alors que c'est l'un des mecs qui est le top vendeur quasiment toute l'année sur le WWE Shop. C'est pas logique, c'est un mec qui rapporte énormément d'argent. Pourquoi est-ce que tu le vires? Ça déjà je comprends pas. Et Bronson Reed, pareil.
comment est-ce qu'on nous dit qu'ils veulent se tourner vers des jeunes talents plus grands? À ce moment-là, tu vires pas Bronson Reed, ça paraît pas logique. Tu peux virer Leon Ruff, je comprends. Et encore, Et encore, j'adore oui, parce Leon que Ruff moi aussi. aussi, je trouvais que l'histoire construite autour de lui à l'époque du titre nord-américain était vraiment... Enfin, tu sentais un peu l'émulation à la One Two Three Kid, Exactement, ouais. et c'était extrêmement plaisant, et ça semblait prendre auprès du public aussi. Donc, bon, après, ce sont des choix qu'on ne maîtrise pas. On a que les rumeurs comme vous qu'on lit sur Internet, donc on ne sait pas, on ne sait pas ce qui se joue backstage, qui est pas pote avec qui a dit la mauvaise chose à une mauvaise personne, ou qui tout simplement ne rentre plus dans les plans. Et quels sont ces plans finalement? Parce que on lit beaucoup de choses sur la restructuration d'NXT, sur la manière dont le Khan de la WWE dirige maintenant plus les opérations, mais en réalité, on ne sait rien. On ne se base que sur des mots qui souvent sont contredits assez rapidement. On l'évoquait juste avant de lancer cette cloche. Bray Wyatt, pendant des mois, on nous a dit il n'est pas bien après le décès de Luke Harper, mais visiblement, il s'avère que c'était pas ça du tout, son absence, donc on sait pas. Bon, on était dans le présent, maintenant on va revenir dans le passé, mais on ne cesse de parler de ce week-end SummerSlam où j'oublie à chaque fois. C'est fou parce que c'est là où je regrette vraiment de ne pas avoir plus pris de notes de ces moments, comme un journal intime un peu en quelque sorte. Je l'ai conseillé à Tom Laroufa quand il s'est fait engager par la WWE de se faire un journal intime, enfin intime non, mais d'écrire ses expériences ou de se filmer régulièrement en racontant ce qu'il a vécu. Bon, je crois qu'il ne l'a pas fait. Je l'ai reconseillé à notre cher Amal National, je ne sais pas si elle le fait, à mon avis non, parce que ils sont comme moi, ils se disent de toute façon on va se souvenir, et en fait on ne se souvient pas. Mais le SummerSlam dont on a parlé il y a moult épisodes dorénavant, mais j'ai encore oublié une bonne soirée qui était assez unique, qui se déroulait sur un rooftop. Donc une soirée qui s'est passée sur un rooftop, donc sur un dernier étage d'immeuble, où on avait été invité, soirée partenaire, je vous en avais déjà parlé, la WWE organise ça souvent, mais à l'époque je fumais, donc j'étais allé sur le tout petit balcon, parce que c'était un rooftop fermé, hein, quand même, parce que New York peut faire très froid en hiver, également très chaud, donc c'est cool la clim à l'intérieur. Et là, il y avait un tout petit balcon, et en fait, moi j'étais sorti fumer, puis au bout d'un moment, Philippe et notre caméraman m'avaient rejoint aussi, puis tout d'un coup, en fait, les superstars aussi. Et donc, on avait passé la soirée quasiment à 4-5 à discuter sur ce tout petit balcon. J'ai eu une illustration où Philippe discute avec Lana, il discute avec Rousseff également, où il parle comment ça s'appelle, d'architecture, parce que Philippe est très cultivé, et donc il a parlé architecture avec Rousseff pendant presque une heure, les immeubles, tout ça, on voyait la tour Eiffel pas du tout, la statue de la liberté tout au fond, il a discuté également avec Lana. Moi j'ai pas mal discuté avec Corey Graves ce soir-là, Corey Graves, qui est quand même, bon, c'est un personnage, moi je l'aime bien, mais c'est vrai que je peux comprendre que les gens ne l'aiment pas parce qu'il est très sûr de lui, et il est un peu comme notre ami Yann. Tu vois, très, je m'en fous, les gens c'est des cons. Bon, Yann n'est pas tout à fait comme ça, mais un petit peu. Et il est très gentil, mais il est très, ouais, voilà, moi je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, tout ça. On a pas mal discuté des critiques sur les réseaux sociaux. Le fait, je vous en avais déjà parlé, par exemple, que Michael Cole, lui, ne veut pas du tout voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et je pense à raison, parce que c'est vrai qu'il est quand même très critiqué, et ça peut parfois quand même pourrir la vie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Que ce soit notre cher Ali qui connaît un sacré succès, ou moi, ou même Philippe qui a une vie bien en dehors de tout ça, mais qui parfois se laisse happer par quelques mauvais commentaires. Et Corey Graves, lui, dit moi j'en ai rien à foutre, moi j'envoie balader, je balance, c'était un truc très couru à l'époque, ouais, vas-y qu'on parte, balance-moi ton salaire, on va voir si tu peux me parler bête, parce que aux États-Unis c'est beaucoup comme ça, hein, c'est la réussite qui parle. Si tu es à plusieurs centaines de milliers de dollars par an par rapport à quelqu'un qui ne gagne rien, bah, tu vaux mieux. C'est leur mentalité. On est un peu différent en Europe, mais aux États-Unis, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était franchement une soirée. Alors, je n'ai pas de photo avec moi et les catcheurs, parce que c'est ce que j'évoquais avec Ali et avec vous dans un autre épisode de La Cloche. Moi, je suis celui qui prend les photos pour les gens. Mais moi, on ne me prend jamais en photo. Parce que je suis moche, certainement. Non, mais bon, voilà. Donc, je n'ai aucun souvenir photographique de cette bonne soirée à discuter, moi aussi, avec Lana, avec Rousseff, avec Corey Graves. Je crois qu'il y avait... je me souviens maintenant, je me souviens plus, d'autres superstars, mais vraiment, en fait, tout le monde était à l'intérieur, parce que c'est là qu'il y avait le buffet, c'est là qu'il y avait à boire, gratos.
Et nous, on était dehors, à fumer des clopes, bon, moi principalement, et notre caméraman. Et puis, ici ou là, on allait chercher quelques verres et on buvait quelques coups. Il y avait nos camarades allemands aussi qui étaient là. Donc, c'était vraiment une très très bonne soirée. Et je le répète, je regrette de pas avoir pris plus de notes ou autre, parce que c'est con d'avoir oublié tous ces instants, parce que c'est des instants qu'on ne revivra peut-être plus jamais avec Philippe. Et on est un petit peu... Enfin, on fait partie de la team parce que justement, l'après-midi même, on avait interviewé Rousseff. Les mecs nous connaissent en fait, donc ils viennent nous parler, ils savent qu'on n'est pas juste des partenaires commerciaux qui vont leur demander alors, le catch c'est truqué, parce que c'est comme ça aussi aux États-Unis. Ils savent qu'avec nous, on peut parler d'autres choses. Moi, je vais pas parler à Rousseff de sa carrière dans une soirée comme ça ou autre. On va discuter de tout et de rien, de foot, de passion à côté, de jeux vidéo, des choses sympa. Donc voilà, c'est toujours un moment cool de pouvoir un petit peu échanger sans caméra, juste avoir un peu le feeling de chaque personne, puis découvrir les vraies personnalités de ces gars, parce que là, ils se lâchent un tout petit peu plus que quand on est en interview, forcément, où ils doivent tenir le personnage et puis être des représentants purs et durs de l'entreprise. Un petit verre ou deux? Oui, mais même pas, non, ils se tiennent, je pense. Enfin, je veux dire, là, il faudra plus demander à Larouf, mais je sais que les superstars, je sais qu'il a passé des soirées avec Nia Jax et tout, bon, c'est pas retourner la tête dans la mesure où Laroufa ne boit pas non plus beaucoup, mais dans ce genre de soirée, non, ils boivent 2-3 verres et puis voilà, ça s'arrête là. Je pense qu'en vraie soirée, ils savent aussi se laisser aller forcément. On va enchaîner avec la partie donc catch événement cette fois-ci. Catch événement, le mec c'est vendre. 20 septembre 2018, nous partons à Londres avec nos amis de Touquet. Tu n'étais pas encore avec nous non, à ce moment-là. Je n'étais pas né. Voilà. Mais oui, pour ça qu'il n'a que 10 ans, malgré toute cette pilosité. Et nous allons voir Charlotte Flair. C'était gros programme quand même, hein, parce que je veux dire, l'année suivante, c'est ça, on aura Jinder Mahal. Oui. On aime beaucoup Jinder Mahal. Enfin, ça baisse un tout petit peu, même si elle a été championne de la WWE. Et franchement, que c'est un gars adorable. Vous allez dire, le mec, il aime tout le monde. Non. Mais quand j'aime bien, je le dis. Et Jinder Mahal, franchement, est vraiment classe, quoi. Charlotte Flair aussi. Mais petit moment sympa avec Charlotte Flair. Donc, dans ces rendez-vous-là, on arrive dans une salle qui a été plusieurs fois la même. Dans un petit quartier, pas trop chicos de Londres, mais là, des portes décorées WWE, tu rentres, et puis là, la salle est aux couleurs WWE. En général, il y a des chaises et une mise en place pour une petite présentation, la présentation du jeu annuel de la WWE, réalisé par les équipes anglaises de Touquet. Souvent, ils font venir même des développeurs des États-Unis. Et puis ensuite, il y a séparation. Il y a un côté, souvent au sous-sol, où tu vas jouer. Donc tu découvres le jeu, hein, ça c'est pour nos amis comme Mister Coty, Sturry, Axel. Voilà, toutes ces personnes françaises vont jouer. Et puis, entrecoupées par une interview de Charlotte Flair. Et nous, pour changer un petit peu, on avait décidé avec Touquet de faire un Facebook Live avec Charlotte, donc en direct, dans l'après-midi. Et l'interview était assez sympa, sauf que, au début, gentil, puis à un moment, je me lance, je me dis, allez, de toute façon, moi je suis pour Becky. Un petit peu. Presque. Non, pas tout. Non, genre, je ne me serais jamais permis de l'insulter, bien sûr. Mais elle joue, oui, c'est moi la gentille, Becky m'a trahi et tout ça, alors qu'à l'époque, la situation était renversée, en tout cas du côté des fans, pardon. C'était surtout Becky qui était soutenue par le public, et Charlotte, comme aujourd'hui, était très critiquée pour le nombre d'opportunités qu'elle obtenait. Donc, j'essaye de lui faire remarquer ça, et là, tout d'un coup, elle s'énerve, et elle commence à me répondre sèchement et brutalement. À tel point d'ailleurs qu'à l'époque, le petit bout où elle me répond comme ça, de Facebook Live, avait été repris par des Américains de la fanbase de Charlotte pour dire, regardez comment Charlotte, elle remet en place un pauvre journaliste français qui lui parle de Becky et tout. Et je sais que certains d'entre vous étaient tombés dessus, donc ils m'avaient tagué. J'avais pu voir les débats chez les Américains autour justement de cette rivalité Becky-Charlotte, et puis le fait que moi, soi-disant, je parle mal à Charlotte, alors qu'en réalité, en fait, c'est vrai, elle s'était... braqué tout d'un coup, mais braqué au niveau de son personnage finalement, parce que dès qu'on était sorti de là, elle nous a remercié, elle m'a remercié, elle a dit franchement c'était super cool, t'as eu raison, ça m'a fait du bien aussi tu vois, de rajouter un peu de dynamisme là-dedans, c'était classe, et on a pris cette photo très sympa où moi je fais comme ça, je fais mon penaud comme toujours, et Charlotte, tu vois, me fait un petit comme ça,
La photo normalement est disponible si il n'a pas revomi cette nuit. Donc voilà, si je voulais évoquer ce petit passage, d'autant que j'avais tweeté, elle avait retweeté, elle avait dit qu'elle avait passé un moment. Charlotte est très très forte pour la communication. Elle répond souvent aux gens qui la taguent sur internet pour des choses positives quand ils l'ont rencontrée, quand ils ont pu l'interviewer ou des choses comme ça, prendre des photos avec elle. Elle ne manque jamais de répondre en disant j'ai passé un bon moment et tout. Et c'est vrai que ça fait plaisir de dire que voilà, t'as pas été totalement ignoré, que ce soit pour nous, mais aussi pour vous, si vous la rencontrez en meet and greet ou quand ils arrivent à l'hôtel ou ce genre de choses. Je sais que ça lui arrive de répondre, ça a été cool de vous rencontrer et tout. C'est bien de prendre le temps de faire ce genre de choses. Voilà, moi je le fais pas forcément toujours parce que c'est vrai que je suis moins réseaux sociaux que Charlotte. En même temps, j'ai moins de followers. Mais ça me fait plaisir. Et c'était franchement une très très bonne journée avec Touquet. Ça a changé de l'année précédente. J'avais oublié de le citer, mais l'année précédente, on était resté coincés à Londres. Grève des trains. Étonnant. Pourtant, ça n'arrive jamais. Mais non, on avait dû trouver un hôtel à l'arrache et tout à Londres un vendredi soir. Donc beaucoup d'hôtels blindés. On était un groupe de 10, donc pas taxi, pas de Uber, enfin c'était un petit peu vraiment le bordel complet, on était allé à pied, personne n'avait tu vois, t'avais pas de pyjama, t'avais pas de... Moi je suis allé acheter une brosse à dents et un dentifrice quand même, je respecte, contrairement à ce que peut sous-entendre Philippe régulièrement. Donc l'année précédente, on était resté coincé à Londres, on était rentré que le lendemain, au terme de 24 heures, un peu, tu vois, c'est... Quand t'es pas prêt à découcher... Et en plus, dans une ville étrangère, que t'as pas forcément prévu tout ce qu'il faut pour... voilà. En plus, on n'avait pas franchement le temps ni l'envie d'aller ensuite faire la tournée des bars et tout. On est allé se coucher, tu vois. Donc, c'était pas le week-end à Londres de rêve. Là, tout s'est super bien passé. Charlotte exceptionnelle. Et justement, Charlotte, la révolution féminine, mon cher Ali, transition. Transition avec le premier événement 100% féminin de la WWE, le pay-per-view Evolution, qui a lieu au mois d'octobre 2018. Alors je sais pas si tu le rappelles, mais Stephanie McMahon avait fait toute une annonce lors d'un épisode de Raw, oui, où on avait toutes les catcheuses du roster qui étaient à l'entrée. Stéphanie apparemment n'avait dit à personne ce qui allait se passer, donc c'était secret. Bon, c'est-à-dire, il y a que les catcheuses dans le ring qui savaient pas, quoi. Parce que après, non, c'est possible que certaines ne lisent pas les rumeurs. Vous doutez pas d'un truc. Donc Stéphanie va dans le ring pour dire voilà que actuellement nous sommes en pleine révolution féminine, les catcheuses sont des ambassadrices incroyables de la WWE, et c'est vrai, hein, je veux dire, la division féminine avait incroyablement évolué à ce moment-là. Donc un petit peu en récompense, elles ont reçu ce premier pay-per-view 100% féminin Evolution qui aura lieu donc le 28 octobre 2018, et directement dans les médias américains qui vont dire ah tiens, c'est quelques jours avant Crown Jewel. Vous pouvez pas emmener de catcheuse en Arabie Saoudite? Est-ce que c'est pas un petit peu, voilà, la communication, tout ça? Et Triple H avait répondu en disant mais pas du tout, pas du tout. Je vois pas ce que vous voulez. On voit pas de quoi vous parlez, on fait ça pour il fait très bien Triple H. Ah, on est très pareil, Triple H. On est très pareil. Très pareil. Donc, après, au niveau de cet événement, bien entendu, on l'avait expliqué lors des dernières semaines, les Bella avaient effectué un heel turn pour se lancer dans une rivalité face à Ronda Rousey parce que la WWE s'était dit que, comme main event, il faut prendre Ronda Rousey vu que c'est la plus grosse star et il faut la mettre face à l'une des Bella parce que les Bella sont également des célébrités. Et du coup, ils ont pris Nikki. Ils ont pris Nikki Bella qui était accompagnée par Brie, bien entendu. Main event de 14 minutes, c'est potentiellement l'un des matchs les plus longs de Ronda Rousey, je pense, depuis qu'elle était à la WWE. Mais au final, comme d'habitude, elle termine le travail avec un armbar. Au niveau du reste de la carte, le match qui m'a le plus marqué, moi personnellement, je pense que c'était Toni Storm contre Yoshirai, finale du Mae Young Classic 2018. Ouais. Ça, c'était très intéressant également. Toni Storm qui, depuis, est passé dans le roster principal du côté de SmackDown. Même si on l'a vu une semaine, et depuis, on l'a plus vu. Donc on attend de voir quelle va être... Et voilà, là ça y est, on vient d'entendre qu'elle vient d'être renvoyée, Toni Storm. Non. Non, mais il y avait aussi Becky Charlotte en Last Man Standing, qui était de très très belles factures, longs, et on leur a laissé du temps. Becky Charlotte, en général, c'est quand même des bons matchs. Charlotte contre qui que ce soit, en général, quand on laisse le temps, c'est quand même des sacrés matchs. On peut... Je sais, beaucoup d'entre vous disent que Charlotte n'est là que parce que son papa s'appelle Ric Flair, mais elle se casse quand même les fesses pour... essayer de justifier son statut. Donc, en tout cas, moi, j'en garde un très très bon souvenir et je suis franchement déçu qu'il n'y en ait pas eu d'autres. Parce que la division féminine à la WWE est quand même assez forte. Ils ont suffisamment de quoi et de qualité
pour nous en faire au moins un par an. Je regrette vraiment qu'ils aient pas continué, tout simplement. Franchement, c'est plus comme à l'époque des pay-per-view, de toute façon. Il n'y a plus l'histoire de vendre. Donc, les gens vont pas se désabonner du network parce que pour un mois, tu as un pay-per-view féminin. Je pense pas. Après, est-ce que ça va forcément faire exploser les achats du network? Je suis pas sûr non plus. Mais il y a largement de quoi. Et je pense que si c'est bien buildé, bien construit, tu peux faire de très belles choses. Enfin, moi, je pense que les femmes de la WWE le mériteraient. Et je pense, dites-nous dans les commentaires si vous aviez été déçus par cette évolution. Moi, personnellement, non. Comme tu l'as dit, il y a quand même 3-4 matchs qui sortaient du lot et qu'on était ravis de voir. Surtout, effectivement, par exemple, le final du Mae Young Classic, c'était cool de le voir sur une grande scène, plutôt que dans un takeover, par exemple, qui est déjà une grande scène, mais qui n'est pas le roster principal. Là, c'était mélangé avec des superstars qu'on connaît très bien. Et pour certains, on découvrait Tony Storm, Shayna Baszler, Kairi Sane aussi pour le titre NXT. Enfin, bref, moi je regrette vraiment qu'il n'en ait pas fait un deuxième. Et beaucoup de catcheuses en ont parlé également dans plusieurs interviews en disant que c'est dommage, qu'au début il y avait quelques rumeurs pour en faire un 2, mais au final actuellement il n'y a plus du tout de rumeurs par rapport à ça. Et la nouvelle approche de la WWE, c'est qu'au final ils disent, est-ce que ça sert vraiment de faire un événement 100% féminin? Est-ce que l'objectif c'est pas plutôt d'avoir plus de matchs féminins sur les cartes habituelles en fait? Oui, mais sur les pay-per-view, malheureusement, c'est pas moite-moite. Après, est-ce qu'il y a vraiment, forcément, dans les rosters principaux, de quoi faire moite-moite? Je suis pas sûr. C'est vrai que du côté des femmes, ils se concentrent vraiment sur les titres. Il y a peu de feuds secondaires, mais bon, rien ne les empêche de le faire. Moi, on a connu des époques où, effectivement, tout le monde avait une histoire. Ils avaient des rosters blindés, et ils arrivaient quand même à créer des petites histoires secondaires pour tous les catcheurs. Après, je sais que c'est compliqué. Je prends souvent comme exemple Oz, qui je trouve est une série qui correspond beaucoup au catch. Une série dans les prisons, que je crois que tu aimes beaucoup aussi, non? Non, j'ai jamais vu oui, ça, d'accord. là. Bon, je te conseille vraiment. C'est un peu vieilli, mais c'est vraiment sympa. Au bout d'un moment, vous voyez qu'ils ont du mal à créer des histoires. Donc, pour tous les personnages, parce qu'il y a énormément de personnages, c'est une prison, donc il y a beaucoup de prisonniers. Et plus les saisons passent, plus tu vois qu'ils segmentent de plus en plus. Donc parfois, tu as des histoires qui n'avancent, mais que sur des segments de 2 minutes 30, tu vois, sur un épisode. Et on sent que c'est vrai que c'est compliqué dans la narration de pouvoir faire avancer plein d'histoires pour plein de personnages et de manière intéressante, sans lasser, ou même que tu finisses par oublier ce qui est dit. Donc je comprends aussi la difficulté de la WWE. Derrière, quelques jours plus tard, on a donc le retour en Arabie Saoudite pour Crown Jewel début novembre. Et là, il faut savoir qu'il va y avoir plein de changements de dernière minute. Parce que bon, on va pas faire de politique ou quoi que ce soit ici, mais c'est juste avant l'affaire Jamal Khashoggi. Ah oui, oui. Pour ceux qui connaissent l'affaire, c'est quelque chose de totalement horrible. Et du coup, en fait, derrière, on a eu un moment le gouvernement américain qui a fortement déconseillé à la WWE D'y aller. Littéralement. Et là, tu as quand même le gouvernement qui te dit de pas aller faire ça. Parce que s'il dit ça aussi, ça veut dire que si t'arrive quelque chose, peut-être on peut pas te protéger ou quoi que ce soit. Donc bon, il faut savoir qu'au final, la WWE a répondu en disant que ce qui est arrivé est très triste, mais que eux, ils ont un contrat avec des officiels et que it's just business. C'est une question de business. Ils ont un contrat à honorer. On sait que c'est pour des dizaines de millions de dollars, à chaque fois un show en Arabie Saoudite. C'est pas forcément une excuse. Je pense que Ali comme moi, on n'est pas en train de vous dire que c'est formidable. Bien entendu, mais non. C'est le monde dans lequel on vit. C'est ça. Et ça me fait souvent rire, parce qu'il y a eu des articles à l'époque, justement, dans les médias français, critiquant la WWE, en disant, oh là là, ça y est. Mais en réalité, il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises françaises qui travaillent avec l'Arabie Saoudite, qui ont continué à travailler avec l'Arabie Saoudite. Il y a énormément d'entreprises américaines qui ont travaillé à l'époque en Afghanistan avec les talibans, avant que tout ça ne parte en vrille. Bon, voilà, on va pas faire de géopolitique, surtout qu'on est très mauvais, vous l'avez déjà remarqué. Mais bon, moi, je défends pas la WWE, honnêtement, mais je comprends qu'à un moment, c'est du... Comme le dit Ali, comme l'a dit la WWE, c'est du business. Les mecs, ils sont là pour la thune. Le reste, ils s'en lavent les mains. C'est pas ma conviction première. C'est pas comme ça forcément que je mène ma vie, moi. Mais après, mon avis, il s'en tamponne un peu. Et visiblement, il s'en tamponne même de l'avis du gouvernement américain. Ouais. Pareil, j'allais dire, moi, personnellement, je les défends pas du tout. Je suis pas dans ce délire-là.
Je ne fais que vous relater les faits qui sont que eux ils ont dit vive l'argent, Vive l'argent. cash is king comme beaucoup de personnes le disent. Donc eux on leur a payé des gros billets verts, ils y sont allés. Mais par contre c'est la première fois, et c'est ça qui est beau, que je voulais citer et souligner tout de même, que plusieurs têtes d'affiche de la WWE vont refuser d'y aller. D'abord on est censé avoir un match à 3 pour le titre à ce moment-là entre Brock Lesnar, Roman Reigns et Braun Strowman. Sauf que Roman Reigns ne va pas être là pour une double raison. En fait, à la base, Roman Reigns, apparemment, il avait annoncé à Vince McMahon qu'il ne fera pas ce voyage en Arabie Saoudite. Sauf qu'en quoi qu'il arrive, malheureusement, et pour vous donner la date exacte, c'est le 22 octobre 2018, une dizaine de jours avant Crown Jewel, on a Roman Reigns qui fait son entrée lors de Raw. Et là, je vais te laisser un petit peu nous conter ça parce que toi, tu les as commentés ces moments-là. Et à commenter, j'imagine même pas à quel point c'est difficile, sachant que tu n'es au courant de rien. C'est une surprise pour toi comme pour. Ah oui, oui, bien Tu es sûr. comme un fan à ce moment-là, tu l'apprends, sauf que toi, tu dois le commenter en plus. Donc le Raw du 22 octobre démarre avec l'entrée de Roman Reigns. Et Roman Reigns qui, si je me souviens bien, nous dit je m'appelle Joe. Oui. Alors, dans un premier temps, bon, on sait qu'il était en rivalité avec Samoa Joe à ce moment-là. Je crois que c'était la rivalité où Joe disait qu'il faisait pas partie de la bonne famille samoane et qu'il n'a pas été mis en avant, tout ça. Bon, on savait que. On se doutait bien, vu sa tête et vu son ton, que ça n'avait aucun rapport, mais c'est quand même bizarre qu'il commence par dire bon voilà, oui, vous connaissez Roman Reigns, mais derrière Roman Reigns, il y a l'être humain qui s'appelle Joe. Et en réalité, je souffre de. Ça y est, maintenant j'ai oublié son nom. Une leucémie. Voilà, je souffre d'une leucémie et elle est revenue. Et c'est vrai que c'est un choc parce que je sais pas si je ne me souviens pas. Est-ce que ça avait été dit auparavant? Est-ce que c'était écrit quelque part, ne serait-ce que dans sa page Wikipédia ou quelque chose? Est-ce qu'on savait qu'il souffrait d'une leucémie depuis plusieurs années et qu'il était en rémission? Moi, je ne le savais pas. Et je crois que la grande majorité des fans non plus. Donc c'est vrai que ça a été un choc immense. D'autant que la leucémie, c'est une maladie qu'on ne connaît pas forcément, mais dont on sait qu'elle est quand même extrêmement grave, sérieuse et mortelle. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un dans mon entourage qui en est décédé et à un âge très jeune. Je crois qu'elle avait, 24 ans. Oh. Donc c'était... C'est une forme de cancer, pour info. Après, bien entendu, vous pouvez aller chercher sur Internet pour lire plus d'infos, mais c'est une forme de cancer. Et c'est la deuxième fois que Roman Reigns, à ce moment-là, là dans sa vie, alors que voilà, il a autour de la trentaine à ce moment-là. Oui, Roman oui, oui, Reigns. mais c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui peut vous arriver très jeune et dont vous ne pouvez peut-être pas potentiellement vous sortir. Donc là, en l'occurrence, bon, il y a eu le choc dès le premier soir. Après, très rapidement, je crois qu'il y a quand même des Dave Meltzer, des journalistes américains qui se sont penchés très sérieusement sur le sujet et qui ont pondéré un petit peu en disant normalement ça devrait passer, que c'est une forme pas du tout bénigne, parce qu'on ne peut pas utiliser ce mot-là, parce que ça reste une maladie extrêmement grave et sérieuse, mais que normalement elle peut être traitée et que si tout va bien, il peut à nouveau être en rémission. Parce que je crois qu'il a ça en lui toute sa vie. C'est pas, il sera jamais guéri. Si je ne me trompe pas, encore une fois, évidemment, vous doutez bien, je ne suis pas médecin, mais voilà, donc on se doutait que ça allait aller mieux, normalement, d'autant que, bon, c'est pas la personne la moins riche du monde, et que, bon, normalement, il devrait être capable d'avoir les meilleurs traitements possibles, ça, c'est la chance qu'il a. surtout aux États-Unis, où vous savez que la médecine coûte cher. Donc, mieux vous êtes financièrement, plus vous avez de chances d'être mieux soigné. Donc, mais malgré tout, le choc était immense. Et c'est vrai que ça a été... c'est là aussi, où, je trouve, où on a vu quand même le côté un peu beau de notre communauté. C'est que, évidemment, tout le monde détestait Reigns, parce qu'ils en avaient marre. Plus le personnage, ça a dit que l'être humain. Je pense que personne ne voulait vraiment du mal à l'être humain. Mais à partir du moment où cette annonce a été faite, tout le monde s'est regroupé pour être derrière lui finalement. Parce que voilà, les gens en ont marre de voir Roman Reigns, mais Joe Anoa'i d'ailleurs, c'est son nom de famille, on ne lui veut que du bien. En tout cas, au niveau de sa santé, tout le monde voulait qu'il se rétablisse vite. Et je crois qu'on voit très vite ce retournement dans le public. Au début, les gens... Ça se sent il arrive, les gens le sifflent et tout, parce qu'ils ne savent pas encore vraiment de quoi il s'agit. Puis il y a un silence. Ouais, parce que le mot est fort, quoi.
Et derrière, tu commences à voir les gens qui commencent à pleurer dans le public, qui commencent à l'acclamer, à l'applaudir. C'est exactement ce que tu l'as dit. Les gens sont au début anti-Roman Reigns quand il arrive, et ils finissent pro-Joe Anoa'i à la fin de la promo. Roman Reigns ensuite qui remonte au niveau de la rampe. Et là, on a Rollins et Ambrose qui sortent, et mais qui sont Ah ouais. dévastés aussi. Ambrose qui arrive un petit peu à se retenir, Rollins il est en larmes. Il est en larmes à côté. Si je ne me trompe pas aussi, je crois qu'il l'avait dit à personne. Est-ce qu'il leur avait annoncé à eux, mais je suis pas sûr. Mais je crois qu'il avait vraiment voulu garder ça pour lui jusqu'au dernier moment. Oui, je crois Je aussi. crois qu'il y a que quelques officiels qui étaient au courant. Moi, franchement, je pense avoir versé quelques larmes parce que c'est vrai que l'émotion était extrêmement forte. Et encore une fois, nous, on l'avait, j'avais oublié, mais on l'avait interviewé au SummerSlam. J'avais oublié dans la cloche, mais à ce moment-là, je m'en souvenais encore. Hein, ça faisait que quelques mois. Enfin, et c'est quelqu'un qu'on a croisé 1000 fois, et c'est un professionnel hors du commun. C'est quelqu'un, tu vois, tu sens pourquoi la WWE lui fait confiance autant, parce qu'il dégage une sérénité, il dégage une force de caractère, il est détente et en même temps sérieux. Enfin, donc c'était direct, tu te souviens, moi j'ai tous ces flashs des moments où je l'ai interviewé avant, où je me dis, ben, est-ce que c'est la fin de sa carrière? Est-ce qu'on ne le reverra plus? Même si il peut rester en vie et retrouver une santé à peu près bonne, rien ne dit qu'il allait forcément revenir, parce Mhm. que financièrement, je pense qu'il est à l'aise. Si ça n'allait pas du tout, il aurait très bien pu s'arrêter là et se concentrer sur sa santé. Donc, il y a tout ça qui se mélange. Et puis, effectivement, cette scène avec ces deux potes qui ne sont pas les meilleurs amis du monde, on le sait, hein, Moxley l'a évoqué. Ils ont été mis ensemble, ils ont fait des routes, ils ont eu une route ensemble, puis après des routes séparées. Mais on sent quand même que l'émotion est réelle, parce que tu peux pas bosser avec quelqu'un, te monter au sommet avec quelqu'un sans forcément, au bout du compte, l'apprécier quand même un peu, même si parfois vous avez des divergences d'opinion. Ouais. Donc, triste nouvelle pour Roman Reigns. On ne savait pas à ce moment-là quand est-ce qu'on allait le revoir. Beaucoup de personnes qui disaient que peut-être sa maladie avait été utilisée par la WWE ou je ne sais quoi. En toute honnêteté, je trouve que la WWE a bien fait les choses. Parce que lui, il devait l'annoncer. Il devait dire au revoir aux fans d'une manière ou d'une autre. Ils ont fait ça de la manière la plus classe possible. C'est quelque chose qui est évidemment toujours très touchy, mais quand des proches sont d'accord, et là Roman Reigns est le premier concerné, croyez-moi que s'il n'avait pas voulu le faire, s'il n'avait pas voulu mettre en scène de cette manière tout ça, il l'aurait pas fait. Mais c'est les États-Unis, c'est le spectacle tout le temps. La politique, c'est du spectacle, le catch, c'est du spectacle, le sport, c'est du spectacle, tout est du spectacle aux États-Unis. Et tout est bon pour essayer justement de nourrir un peu l'émotion des spectateurs, des téléspectateurs. Comme dit nous, je trouve qu'on y arrive petit à petit en France. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est quelque chose d'assumer. Et moi, en tant que spectateur et téléspectateur, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, parce que, par exemple, j'étais fan de Andy Kaufman, l'humoriste qui a feudé avec Jerry the King Lawler. J'ai regardé moult documentaires autour de lui, le film Man on the Moon que je vous conseille à toutes et à tous. Et j'aime bien cette mise en scène, parce que moi j'aime bien ressentir ce genre d'émotion, un peu de revoir quelqu'un qui n'est plus là, et parfois un peu pleurer, ou en tout cas se remémorer de manière un peu triste, mais moi ça me fait parfois du bien d'être dans cet état-là. Donc je critique pas forcément, je comprends. Culturel. En tout cas, Reigns, donc avant même d'annoncer sa maladie, comme je vous l'avais dit, il avait déjà annoncé à Vince McMahon qu'il ne viendrait pas, quoi qu'il arrive, en Arabie Saoudite. Donc lui, il était contre l'événement. Lors de cette période, nous avons également John Cena qui a annoncé pour un tournoi Best in the World du côté de SmackDown. Un tournoi qui va être également très étonnant au niveau du vainqueur. Oula. Sauf que John Cena, au final, est retiré la semaine juste avant SmackDown. Il est remplacé par un autre catcheur parce qu'on dit qu'il ne s'est pas qualifié. L'excuse qui est utilisée, c'est que tous les autres catcheurs ont dû se qualifier. Toi, tu n'as pas eu de match de qualification, donc tu es enlevé du tournoi. Mais en fait, encore une fois, c'est John Cena qui avait demandé à être retiré. Pareil de Crown Jewel, il ne voulait plus se rendre en Arabie Saoudite. Et dernier catcheur également qui a refusé de s'y rendre, c'est Daniel Bryan. Ouais, on l'évoquait dans le précédent show en Arabie Saoudite où il était. Et on disait qu'il y allait pas, mais en fait il y allait une fois, et puis après il a dit non, j'y retourne pas. Pour Sina, je pense que ce sont ses agents, je pense, son entourage
qui a dû lui dire au niveau de l'image, là, tu es en train de percer à la télé, à Hollywood, c'est pas le moment d'aller t'afficher. C'est pas le moment de nous faire une Dennis Rodman en Corée du Nord. Vous voyez, peut-être Dennis Rodman qui a souvent été invité par Kim Jong-un, je crois, en Corée du Nord, parce que le dictateur nord-coréen est fan de basket. Et il y est allé. Mais bon, lui, il s'en fout. Sa carrière est faite, il n'en a rien à faire. Qu'il soit critiqué sur toute la planète parce qu'il va aller copiner avec un dictateur. Je pense que Sina, voilà, à ce moment-là de sa vie, de sa carrière, on a dû lui dire, peut-être que lui aussi, hein, il est très intelligent, il gère sa barque parfaitement, c'est pas le moment d'aller m'afficher dans un truc où après je vais avoir des articles, où je peux être peut-être... Alors la cancel culture, je crois pas qu'elle existait déjà, mais voilà, c'était pas le moment. Daniel Bryan également qui a élevé sa voix. Daniel Bryan, pour info, devait avoir un match face au champion AJ Styles à Crown Jewel. Et du coup, la manière dont ils ont expliqué ça, c'est qu'ils ont avancé son match au SmackDown précédent le show. Daniel Bryan perd, Samoa Joe attaque AJ Styles, et du coup, on modifie le match à un Joe contre AJ Styles pour Crown Jewel. Donc, je remets la carte rapidement pour revenir sur ce tournoi, surtout en fait Best in the World. Le Miz se blesse à la fin en finale. Et Shane McMahon décide de... Non, en demi, il se blesse. En finale. Pendant le match de la finale. En fait, ils font leur entrée, les deux catcheurs se retrouvent dans le ring. Donc la finale, à la base, c'est censé être Dolph Ziggler contre The Miz. Et là, sur un mouvement, je sais plus exactement, d'un coup, The Miz se fait mal à la jambe. Donc ils se retrouvent au bord du ring. Alors, on se rend compte qu'il pourra sûrement pas faire le match. Et là, Shane McMahon arrive. Il voit que The Miz ne va pas bien. Et du coup, au départ, Ziggler lui demande à ce qu'on lui donne le trophée. Bah oui, c'est normal. Ziggler, il fait mon adversaire, c'est pas possible, on lui donne le trophée. Sauf que là, Shane McMahon, il commence à se chauffer. Il fait non, on va pas te donner le trophée. Moi, je suis là. Je sais très bien catcher. Je mets les meilleurs coups de poing du monde du catch. Donc, je vais prendre ta place. Oh purée, j'avais pesté. C'est des moments difficiles en tant que commentateur, je vous jure, parce que au fond de moi, j'ai envie de pester. Après, en même temps, Shane McMahon est plus ou moins heal à ce moment-là, donc je suis obligé plus ou moins de garder mes comment, je ne sais pas, je trouve pas le mot, mais enfin voilà, je suis obligé de rester un petit peu mais je peste quand même. Et en même temps, c'est comme avec le célèbre moment avec Brock Lesnar où je lui dis rentre chez ta mère. Je me dis bon, allons au bout du truc. Je ne sais plus vraiment jusqu'où je suis allé à ce moment-là, mais j'ai pesté quand même suffisamment. Je me dis de toute façon, bah voilà, je suis le commentateur, aussi un peu votre représentant. Hein, j'espère que je vous représente pas trop mal. Mais donc j'y vais. Allez, tant pis. Et je m'énerve quand même. C'est une honte. C'est n'importe quoi. Parce que c'est vrai. Bon, et en plus, ce tournoi Coupe du Monde, on sent que c'est vraiment pour nos amis saoudiens, parce qu'il n'y a que des Américains. Enfin, je crois. Oui, quasiment. Il y a... Oui, Rey Mysterio est américain. Rey Mysterio, Orton, The Miz, Jeff Hardy, Rollins, Lashley, Ziggler. Il n'y a que des Américains. Que des Américains. Merci la Coupe du Monde. Bonjour. La Coupe du Monde américaine. C'est comme au baseball et au foot américain. Leurs équipes sont World Champion, alors qu'il n'y a que des équipes américaines. Après, au basket, il y a quand même des équipes canadiennes. Il y a une équipe canadienne. Et au hockey aussi. Il y a une équipe... Deux éques canadiennes. Toronto Maple Leafs et Montréal. Montréal aussi, ok. Bah, je crois qu'ils étaient en finale. Ah, peut-être. Cette année de la Stanley Cup, si j'en crois mes camarades québécois qui étaient très heureux de voir leur équipe perdre. Mais ils ont vu les matchs, je crois. Bon, bref, ouais, non, vraiment. Après, c'est pas le seul terrible moment pour les fans que nous sommes. Le main event. Le main event est une catastrophe. Qu'est-ce que t'as fait, Sean? Mais après, c'est les comment dire. Au moins Quoi les comment dire? Non, il n'y a pas les comment dire là. La peine était courte pour Shane McMahon contre Ziggler parce que Shane, pour info, il démarre le match et il gagne en 2 minutes 30 face à Ziggler. Vous me direz, c'est le 3e match de la soirée de Ziggler. Donc à la limite, il est un petit peu protégé. Mais Shane l'a défoncé. On a également Brock Lesnar donc, qui bat Braun Strowman après 5 F5 lors du match, plus une petite intervention de Corbin, si je dis pas de bêtises. Et Brock Lesnar devient champion, récupère le titre. Exact, voilà, du coup, comme le titre était vacant. Par contre, voilà ce main event, donc DX. Enfin, la DX. Vous voyez quel DX c'était, quoi. Triple H et Shawn Michaels, 20 ans plus tard, contre les Brothers. Là, c'est presque DX, quoi, tu vois. Non, mais vraiment, non, Shawn Michaels. Pourquoi Enfin, bon, c'est culturel, on va dire ça comme ça, c'est la thune. On comprend, je l'ai déjà dit pour le show précédent, c'est vrai que moi, si on me dit, allez, les Saoudiens adorent votre duo avec Shero, ils veulent un match Shero contre toi, on veut un Iron Man match d'1 heure.
Mais c'est 3 millions. Voilà, je sais pas combien a pris Shawn, 2. Je pense qu'il a pris au moins un bon million. On n'a pas le chiffre exact, mais oui, c'est du 7 chiffres pour Shawn Michaels pour un match, quoi. Donc... Je peux comprendre. Mais après, évidemment que notre cœur de fan saigne. Ça saigne fort, ça fait mal, ça fait mal. Tu comprends, comme tu l'as dit, l'image. Kane, The Undertaker, l'ADX, voilà, 20 ans plus tard. Mais oui, mais justement, c'est déjà 20 ans plus tard. Donc déjà, il y a le chiffre, 20. C'est ça, le problème c'est que là, on met 4 catcheurs qui honnêtement sont tous à temps partiel, voire à la retraite quasiment pour certains. Bah, Shawn Michaels. Michaels c'était à la retraite. Kane n'est pas officiellement à la retraite, mais il est plus ou moins, vu que dorénavant il est politicien. Il vient, il fait un match par an le type, depuis 4-5 ans, donc c'est quasiment une retraite. Ces gens-là n'étaient pas capable de catcher tous les 4 ensemble. En plus, vous ajoutez à ça Triple H qui se blesse assez rapidement. À un moment à l'extérieur, il se retrouve avec déchirure du muscle pectoral. Et ça a l'air de faire mal déjà directement parce que tu vois la personne qui se retrouve contractée comme ça et qui peut plus faire grand chose. Et encore, c'est Triple H. C'est le genre de mec qui, malgré ce genre de blessure, continue et se donne à un niveau où, pour n'importe quel autre catcheur, il arrêterait le match normalement. C'est ce que j'allais te dire. Effectivement, pour Daniel Bryan, il arrête le match, mais quand c'est lui, il continue parce que c'est mentalité à l'ancienne. C'est le match le plus long du show. Bien sûr, on est à près d'une demi-heure de combat. Et puis, enfin mince, Shawn Michaels, on l'attendait depuis des années avec Bryan ou contre Bryan. L'histoire était toute faite. Évidemment pas en Arabie Saoudite, parce qu'en Arabie Saoudite, ils veulent du Yokozuna, on l'a déjà dit, de l'Ultimate Warrior. Donc DX, Brother of Destruction, sur le papier, c'est magnifique. C'est un beau... Mais tu le fais en dessin animé, le match. Tu le fais pas en vrai, pas en 2018. Tu leur donnes pas 27 minutes. Enfin bon, c'est... Voilà, c'est dommage, Shawn Michaels, c'est dommage. Après, vous êtes peut-être comme moi, et tu es peut-être comme moi aussi. Moi, je l'ai quasiment oublié, ce match. Pareil. Pour moi, Shawn Michaels, il a plus catché depuis que l'Undertaker à WrestleMania, personnellement. Donc ça m'a fait mal au cœur, ça m'a déçu. Bien sûr qu'à commenter, c'est cool parce que ça reste 4 des superstars qui m'ont le plus fait vibrer dans ma vie. Enfin, principalement Shawn Michaels et l'Undertaker, même si j'ai beaucoup aimé certaines périodes de la carrière de Kane et aussi, évidemment, certaines périodes de la carrière de Triple H. Mais... Voilà, moi j'aurais beaucoup plus rêvé un WrestleMania, un Shawn Michaels, Daniel Bryan. Et je suis certain que Daniel Bryan aurait sorti un putain de match à Shawn Michaels. Je pense qu'ils auraient réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. En étant que 2. Alors que là, ils étaient 4. Mais comme l'a dit Ali, parmi les 4, il n'y en avait pas un, entre guillemets, pour sauver l'autre. En plus, en Arabie Saoudite, où il fait 50 degrés à l'ombre. Où donc, tu suffoques avant même d'avoir débuté le match. Enfin, voilà. Je trouve... Bon, il y a eu... le contrat, l'argent, la thune, on a quasiment tous oublié. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, c'est ça le truc, c'est que au bout d'un moment, on finit par se dire que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors que nous, on a grandi toute notre vie en disant que tout avait une importance, que tous les détails étaient importants, que tous les trucs étaient importants. Et ça, malheureusement, ça pousse à se dire que, c'est pas si important que ça. Non, ces shows-là, il faut un petit peu faire comme si, pendant une soirée, vous sortez de l'histoire, etc. C'est une soirée catch bonus, comme ça, lors du mois d'octobre. Parfois, on a quelques bons matchs, on peut avoir quelques bons affrontements. Mais oui, non, moi je fais partie de ces personnes qui estiment que Shawn Michaels n'est jamais revenu après WrestleMania, après Taker. Ce match n'existe pas, ce match a été oublié. Donc, enchaînons directement avec le plus beau moment, potentiellement pour finir, de l'année 2018. On se dirige vers le prochain pay-per-view qui est les Survivor Series. À ce moment-là, Becky Lynch devient un petit peu, on va dire, la leaduse du côté de SmackDown. On dit leaduse ? J'ai envie de dire leaduse. Il dit leaduse. La meneuse. La meneuse. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous savez, les invasions Raw, SmackDown, Raw, oui, etc. ça c'est toujours cool au moment de Survivor Series. C'est ça. Les petites rivalités qui se créent de manière certes assez artificielle, mais qui créent une certaine... un suspense. Et puis, je veux dire... l'idée que tout peut arriver à tout moment. On est tous là en train de se demander est-ce qu'il va y avoir une invasion là, et qui, pourquoi, comment, où ça, quand, et est-ce qu'il va y avoir une réponse, et ainsi de suite. Et Becky, donc à ce moment-là, est championne de SmackDown et Ronda Rousey est championne de Raw. Et honnêtement, tout le monde voulait voir ce match sur Survivor Series. On était arrivé au point où Becky Lynch était tellement badass que tout le monde avait envie de la voir contre Ronda Rousey. Donc Becky Lynch, quelques semaines avant les Survivor Series... Sauf qu'on aurait certainement été déçus.
Bah parce que la WWE aurait certainement fait perdre Becky, Oui. je pense. Donc Ça, on c'est aurait... sûr. Alors que tout le monde, à ce moment-là, je pense, aurait voulu voir Becky gagner. Donc c'est un mal pour un bien ce qui va arriver. Donc au final, le 12 novembre, quelques jours avant les Survivor Series, on a une invasion du côté de Raw. Becky Lynch qui débarque avec toutes les catcheuses. Et à la fin du show, elle intervient lors d'un match où nous avons Nia Jax dans le ring. Ce qui fait que ça part un petit peu en bagarre générale. Et d'un coup, parce qu'à ce moment-là, tout le monde se bat. Donc la première fois, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais d'un coup, on voit juste que Becky Lynch pisse le sang. Oui. Elle se retrouve dans le ring, le visage en sang. Et en fait, après, elle sort du ring, les catcheuses de Et elles vont SmackDown dans le public. se retrouvent au niveau du public. Et Magnifique. ça fait vraiment... Là, il y avait une ambiance de fou. Magnifique. Ah, c'est l'une des images les plus marquantes de ces dernières années à la WWE. Personne, j'en suis certain parmi vous, dites-le nous dans les commentaires, personne ne l'a oublié. Cette image folle de Becky entourée des catcheuses de SmackDown et tout le public debout. Et elle pisse le sang, mais elle en a rien à foutre. Elle est là, putain. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? L'adrénaline de malade à ce moment-là. Mais non, quoi. mais je pense que c'est le rêve de tout catcheur. Ouais. C'est même le rêve de... Même moi qui n'ai jamais... Quand j'étais gamin, bien sûr, mais après j'ai très vite eu conscience de mes limites physiques, mais le fait tu vois, de souffrir pour deux... En fait, c'est ce que je disais, les catcheurs sont un peu maso. S'ils sortent du ring, qu'ils ont pas mal, ils se disent qu'ils ont pas bien fait le truc, quoi. Alors qu'en réalité, ce serait le contraire. Normalement, il faut pas avoir mal en sortant du truc. Mais il y a aussi ce côté un peu masochiste de se dire, je me donne tout. Les gens qui nous regardent, qui font beaucoup de sport, pas nous, savent aussi ça. C'est le plaisir de la souffrance, la bonne souffrance. Les marathoniens, les gens qui font du vélo, c'est dur, Coluche disait il faut être con pour faire du vélo, mais c'est pas forcément être con, c'est juste qu'on aime souffrir pour de bonnes raisons, quoi. Et là, en l'occurrence, bah justement, Becky, c'est le tournant de sa carrière, de sa vie. Elle devient millionnaire ce soir-là. On peut critiquer Nia Jax pour le côté, c'est vrai, pas forcément safe, mais Becky Lynch devient millionnaire ce soir-là. C'est ce soir-là qu'elle devient d'un man, Becky Lynch, que ça y est, c'est bon, sa carrière est faite. Elle peut tranquillement aller faire un enfant, ne pas bosser pendant 2 ans, pas de problème. Deux petites remarques. D'abord, ça me fait penser à une interview de Kevin Nash qui, il y a quelques jours, a fait une interview où on lui a demandé quel était son adversaire préféré ou le meilleur adversaire qu'il a eu durant sa carrière. Et il a répondu Hulk Hogan. Et c'est pas la première fois qu'il répond ça, mais j'aime bien toujours sa réponse. Il dit Hulk Hogan parce qu'il dit que Hulk Hogan, c'était le seul mec où je savais que je serais dans le même état en allant vers le ring qu'en retournant en coulisses. Il disait, t'avais des matchs contre Hogan, parfois on s'affrontait 10-12 fois par mois. Tu ressortais à chaque fois pareil. Et c'était ça le rêve de tout catcheur. Mais après, Nash fait partie de ces personnes voilà, qui voulaient pas non plus prendre trop de risques dans un ring. Oui, mais bon, sa carrière a montré qu'il avait raison. C'est clair, c'est clair. Tout le monde ne peut pas forcément... Enfin, voilà, il y a des Rey Mysterio qui sont obligés de faire 200 sauts de la 3ème corde parce qu'ils ont ce physique et puis parce que c'est leur style. Et puis, tu as effectivement des Kevin Nash, des Hulk Hogan. Mais Hulk Hogan, mine de rien, bon, son physique aujourd'hui, bon, il est vieux aussi, mais toutes ces descentes de la cuisse et tout, on finit par le marquer aussi. Mais oui, c'est ces deux générations qui... La génération d'Hulk Hogan, c'était ça, hein, l'assise mort. On bump une fois, mais le bump, il vaut quelque chose, quoi. Après, maintenant, aujourd'hui, bon, bah, on bump une fois par minute, voire peut-être toutes les 30 secondes. Et donc, comme tu l'as dit, par contre, Nia Jax qui n'est pas allée de main morte, on va dire, car nez cassé pour Becky Lynch suite à un énorme coup de poing de Nia Jax, plus commotion cérébrale. Et ça a été ça, le gros problème. Parce que si c'était juste un nez cassé, elle aurait pu catcher au Survivor Series. Les catcheurs peuvent catcher parfois avec un masque ou ce genre de protection. Sheamus. Mais le problème, c'est la commotion cérébrale. Comme vous savez, la WWE ne rigole plus avec ce genre de choses. On a pu voir avec Samoa Joe, par exemple, qui a mis plus d'1 an avant de recevoir le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Donc les commotions cérébrales, on rigole pas. Et les commotions cérébrales, il n'y a pas de... C'est pas 2 et 3 semaines et c'est bon. C'est au cas par cas. Ça dépend de la gravité de chacun. Le temps de rétablissement est différent pour chaque personne. Donc là, à ce moment-là, la WWE ne sait pas quand Becky Lynch pourra remonter sur les rings. Ce qui fait que Becky Lynch va choisir sa remplaçante pour les Survivor Series. C'est elle-même qui va choisir. Et ça nous mène à un moment où justement elle choisit un petit peu sa pire ennemie, Charlotte Flair. En disant, écoute, si je peux pas y aller, à ce moment-là, je souhaite que ce soit toi qui représente SmackDown face à Ronda Rousey au Survivor Series. Donc bon, c'est de cette manière que Charlotte Flair va arriver au final dans cette rivalité qui à la base aurait dû simplement être Ronda Rousey contre Becky Lynch. Je ne veux pas donner raison aux haters, mais je pense que quoi qu'il en soit, elle serait quand même... incrustée. Mais non, mais c'est pas elle, c'est ça. Moi, je vois toujours les gens qui détestent Charlotte Flair, la pistonnée, la truc, tout ça, mais... Bon, pistonner peut-être, mais on en a déjà parlé aussi dans la cloche. Combien de fils d'eux n'ont jamais rien fait? David Flair, le premier, le grand frère de Charlotte,
il était nul. Ils l'ont mis en avant, certes, et totalement parce que son père était Ric Flair, à une époque où de toute façon il fallait mêler tout le monde aux histoires, même Ric Flair, qui avait que 13 ans, je crois, à l'époque des Nitro, était mêlé à les choses. Non, même s'il n'a pas eu un match. Quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup. David Sammartino, Watts, le fils de Bill Watts, je me souviens plus. Eric Watts, qui a eu une longue carrière, mais qui n'a jamais rien fait de grandiose, comparé au pouvoir qu'avait son père pendant un moment sur le business. Bon, voilà, Charlotte Flair, c'est pas sa faute. Et puis mince, je trouve que, merde, je veux pas la défendre à tout prix, mais enfin, elle est quand même à la hauteur du potentiel et à la hauteur des responsabilités qu'on lui donne. Je veux dire, c'est rare que vous ayez un match pourri de Charlotte Flair. Et si c'est le cas, c'est souvent à la télé parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et que ça se finit par DQ ou un peu pourri. Mais on l'a vu encore récemment avec Nikki dans leur... No Holds Barred. Voilà, No Holds Barred, j'allais dire Last Man Standing, mais non, oui, voilà. Dans leur No Holds Barred, le match est de qualité. Et en pay-per-view contre Rhea Ripley, c'était de qualité aussi. Enfin voilà. J'ai du mal à comprendre cette haine de Charlotte. Je peux comprendre le fait que vous soyez saoulé, qu'on la mette beaucoup en avant, mais c'est pas de sa faute. Non, c'est vrai. Elle mérite tout ce qui lui arrive actuellement. Donc Charlotte Flair va obtenir ce match face à Ronda Rousey. Du coup, on peut directement passer, je pense, rapidement à la carte de Survivor Series pour juste citer que ça va être un Survivor Series sweep. Unilatéral. À part le pré-show, c'est ça, hein, les Usos gagnent au pré-show. Exactement. Mais tout le reste, c'est SmackDown qui perd. Et là c'est pareil. Moi, Team SmackDown, donc représenté notamment par les Usos, qui gagnent lors du pré-show. Mais ouais, derrière, on a 7 matchs et victoire totale d'Europe pour la soirée. Et je me dis que... Et on se dit tous, au prochain SmackDown, il va y avoir un truc de fou. Au prochain SmackDown... Shane McMahon, il va arriver, il va dire putain, vous êtes des merdes, c'est pas possible. Enfin, il était dans le Team SmackDown d'ailleurs. Oui, je crois qu'il comme d'hab. Oui, bien sûr, le meilleur au monde, évidemment. Tout à fait. Et puis rien. Et puis nada. Et là aussi, ça fait mal au cœur parce qu'il y avait quand même de quoi faire justement, avec une telle histoire, avec une telle humiliation. Il y avait largement de quoi redistribuer les cartes, faire quelque chose, enfin créer une onde de choc. Voilà, moi c'était ma grosse déception d'après Survivor Series. À ce moment-là, du côté de SmackDown, ils vont plutôt se concentrer sur le heel turn de Daniel Bryan. Daniel Bryan, qui on le rappelle depuis son retour, était tout de même perdu. On avait cité plusieurs rivalités qu'il avait enchaînées qui n'avaient pas trop d'importance. Là, on va avoir un Daniel Bryan qui va se retourner contre la foule en disant vous ne comprenez pas depuis que je retourne, vous m'avez pas accepté, etc. Et ça va nous mener au début, il s'appelle The New Daniel Bryan parce qu'il dit que l'ancien est décédé. Et le champion de la planète. Et voilà, après il y a le champion de la planète. On se Moi dirige. j'ai beaucoup aimé cette période-là. Moi aussi. Mais quand même pour les Survivor Series, Brock Lesnar, Bryan, je me souviens pas exactement, mais je crois que c'était quand même un bon match. Bah justement, il est heel en plus à ce moment-là, donc il n'hésite pas à mettre un ou deux low blows par exemple lors du match à Lesnar. Donc oui, la dynamique du match entre Bryan et Lesnar est intéressante. Et je voulais également citer un petit fait marquant lors de ce pay-per-view. On a quelqu'un qui s'était caché dans la foule. Ah oui. Qui? Notre ami Enzo. Ah, c'est vrai. Il était au premier rang, non? Il était dans les premiers rangs. Pas vraiment caché. 4-5 rangs, on va dire, mais au début, il était plus ou moins masqué. Au Grimé. début, il avait sa capuche, il avait, je crois, peut-être une perruque et des lunettes de soleil. Oh, Sauf que rapidement sur Twitter, au bout de quelques minutes, vous avez des gens qui l'ont remarqué, qui commencent à mettre sur Twitter, mais... C'est pas Enzo, là? C'est pas Enzo, là, qui est dans le public. Et donc, avant le match par équipe EOP contre The Bar, on l'entend, mais on le voit pas à la caméra, parce que bien entendu, la WWE ne le montre pas à ce moment-là, mais il s'est levé sur sa chaise et il a commencé à faire son speech à la Enzo Amore. Les gens du public ont commencé à gueuler avec lui, et là, il a été taclé par une agent de sécurité. Ouh, toujours la même, je pense. Mais donc cette personne, à ce moment-là, tacle Enzo Amore. C'est vrai, parce que je me souviens, la vidéo a été publiée Tout par à fait, la vidéo est disponible. Un fan autour. Exactement. Qui dit, voilà, Enzo Amore se fait jarter par la sécu, quoi. La vidéo est disponible, et d'après ce que Enzo nous avait dit, ils l'ont emmené à ce moment-là en coulisses, enfin, en tout cas, en dehors de l'arène, et ils lui ont dit, reste... Vince voudrait te voir, on va t'emmener en tout cas voir Vince McMahon. Et là, d'après ce qu'il dit lui-même, il est parti. Il a dit non, je vais pas rester pour me faire engueuler ou je sais pas quoi. Au final, il est parti. Il faut savoir que Enzo Amore sortait un album, en tout cas un CD avec quelques titres quelques jours plus tard. Un EP. Un EP, voilà. Donc c'était un petit coup de com' de la part de Enzo. Oui, bon, bah écoute, on a connu ça
la EC Dub avait envahi la WWE lors d'un King of the Ring à Philadelphie. Bon, je crois que c'était, vu qu'il y a interaction avec les superstars, Oui. je pense que c'était le début de cet accord commercial qu'il y avait eu à ce moment-là, ou qui nous avait donné lieu par exemple à Sabu qui saute du logo Raw et qui tombe un petit peu comme une merde à l'époque. On avait eu la XPW d'ailleurs qui va revivre, j'ai vu ça. Putain, vraiment, Apparemment. c'est vraiment le truc que tout le monde attendait, quoi. Non, la XPW, c'était, ils se voulaient la nouvelle ECW, puis finalement c'était la nouvelle de mer, quoi. Ils avaient envahi un show ECW. Ils avaient envahi un show ECW dans le public, dans le parking. C'était là, il n'y avait pas d'accord. Ah oui, non, là, c'était parti en bagarre. Là, visiblement, c'était pas loin de finir en guerre, enfin ouais, en vraie bagarre, effectivement. Et bon, j'ai plus d'autres exemples en tête, mais il y en a eu quelques-uns comme ça de catcheurs qui ont été allés mettre un petit peu le dawa dans le public d'un show opposé. Je me souviens d'un des Highlanders qui était bêtement allé voir un show TNA et qui a été mis par le réalisateur en gros plan. Oui, voici l'un des membres des Highlanders, et qui a été viré malheureusement quelques jours plus tard. Mauvaise idée. Enfin bon, voilà. Il n'a pas fait... ça aurait pu être dangereux pour la personne de la sécurité qui en a peut-être fait un peu trop en allant le jarter brutalement. Heureusement, Enzo, visiblement, est quand même, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, intelligent de ne pas être parti en bagarre non plus. Bien sûr. Parce qu'il aurait pu très bien... Parce que je crois qu'à un moment, il comprend pas forcément que c'est la personne de la sécurité qui le pousse. Donc ça aurait pu dégénérer et finir en petite émeute, quoi. Donc, bon. Pas Lyon, ça fait... C'est limite le genre de truc où je me dis certains des officiels de la WWE en coulisses, ça les fait un petit peu sourire. Genre, ah, regarde, quand même, il a des cojones, il tente quelque chose, et lui, comme dit, oui, il va pas partir en bagarre, parce que le but, c'est juste de faire ton truc. À partir du moment où c'est bon, les gens t'ont vu, ça va tweeter, ça va buzzer, il y a une ou deux vidéos, lui, il savait que le lendemain, les gens allaient parler de lui de toute manière. Et après, comme tu l'as dit en plus, je veux dire, Enzo est quand même plutôt apprécié de la plupart des interviews qu'on entend. On sait que sa période à 205 Live, par exemple, c'était pas forcément très bien passé parce que c'était pas forcément le genre de catcheur qu'on voyait à 205 Live. Mais récemment, j'ai lu des interviews de Aria Devari ou Tony Nese, des mecs comme ça, qui disaient honnêtement, quand Enzo il est arrivé à 205 Live, il a été super humble et son but c'était d'essayer de nous mettre en avant. Ce qui fait que nous, les catcheurs de 205 Live, pendant 2-3 Raw, on s'est retrouvés en main event, ce qui nous était jamais arrivé, ne nous serait jamais arrivé sans Enzo. Donc le gars avait l'air tout de même plutôt apprécié par la plupart des gens. C'est-à-dire que nous, en général, quand je dis nous, je me mets avec les fans, mais on a ce regard extérieur où on se dit, putain, le mec, c'est pas sa place, laisse les gars bosser. Mais eux, ils savent, c'est comme tu citais Hulk Hogan, qui, bon, est pas le meilleur catcheur de tous les temps. Évidemment, il est critiqué sur tous les points, on dit qu'il a détruit des carrières et tout ça, très certainement. Mais d'un autre côté, tous les gars de sa génération voulaient bosser avec lui. Parce que déjà, une part, il était safe, et d'autre part, tu gagnais de la thune. Bah oui. Et le but principal de ce métier, et on l'oublie souvent, c'est un métier, c'est de gagner sa vie. À côté de ça, les mecs, ils ont une vie, ils ont une famille à nourrir, ils ont des envies de maison, de piscine, j'en sais rien, mais enfin... Et pour la plupart de ces gens, le catch, c'est un métier. Ils aiment ça, c'est leur passion, ils le feraient pas sinon, parce que c'est quand même très compliqué. Mais le but du jeu, c'est pas forcément d'être dans le main event de WrestleMania, même s'ils en rêvent. Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir une carrière, d'en vivre, et puis ensuite, un jour prendre sa retraite, et puis d'être dans un état physique suffisant pour en profiter, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Merci. Donc, merci. Pour info, dernier pay-per-view donc, de l'année, c'était TLC. Pas grand-chose à dire par rapport à TLC. On a un gros main event. Le premier... TLC match féminin à 3 en plus avec Asuka, Becky Lynch et Charlotte Flair. Becky Lynch qui est donc la championne. Pourquoi est-ce que je cite ce match? Parce qu'à la fin, on a Becky Lynch et Charlotte Flair qui se battent toutes les deux sur l'échelle et Ronda Rousey fait son entrée et elle fait tomber l'échelle. Donc en fait, Ronda Rousey se débarrasse de Lynch et de Charlotte Flair, ce qui permet justement à Asuka de décrocher le titre et remporter le titre féminin de SmackDown. Donc là, fin 2018, c'est parti. Oui, Ronda là, Rousey, on sent que Becky Lynch, effectivement, Charlotte Flair. c'est dans les plans. On sait à peu près où ils veulent aller. On comprend plus ou moins, en tout cas, que ça y est. Ils ont éloigné le titre de Becky parce que elle va aller chercher le titre de quelqu'un d'autre. Donc on pourra enchaîner la semaine prochaine avec le Royal Rumble 2019. Dernier Royal Rumble auquel tu as assisté? Bon, en tout cas, ce sera une belle histoire encore le 2019. Parce que... Phoenix dans l'Arizona, il y a de tout.
Il y a des grands moments, il y a de la faim, il y a... comment dire ça poliment il y a de la chaleur qui fait que petite insolation et petit moment d'explosion aux toilettes. Bon, voilà, je veux dire, je sais teaser un instant. Phoenix dans Soyez à la semaine prochaine. Ah ouais, non, c'est chaud. Non, c'est ça, franchement, très très grand souvenir. Parce que c'est un stade de baseball, Chase Field, je crois, le Chase Field à Phoenix. Et vraiment, enfin voilà, très très bon moment. Phoenix dans l'Arizona. On en reparle dès la semaine prochaine, le Royal Rumble, notre dernier Royal Rumble sur place, notre avant-dernier pay-per-view sur place, évidemment. À ce moment-là, on n'en avait pas la moindre idée. Mais voilà, on en reparle dès la semaine prochaine. J'espère que votre été se passe bien. Nous, ça y est, les vacances, c'est fait. Maintenant, on vous quitte plus. Et comme lui, c'est à la cloche, les commentaires, les pouces. Partagez, n'hésitez pas si vous appréciez. Beaucoup de gens m'envoient des petits messages en disant « Ouais, je rattrape le retard. Grâce à vous, je profite de la plage avec mes petits écouteurs et tout ça. » Donc, n'hésitez pas à nous le dire, mais à le dire aux autres. Hein. Ça fera plaisir à Ali et à nos amis les pop. Merci. De rien. Passez un très très bon week-end catch, mesdames et messieurs. Je rappelle, ce soir après la cloche, vous pouvez enchaîner avec SmackDown Rampage. Demain, SummerSlam, WWE Network en VF. SmackDown aussi sur AB1. Et SmackDown Monsieur sur fait la AB1. pub des fédérations concurrentes. SmackDown sur AB1, 20h50, bien sûr. En plus, on s'approche du grand retour de Philippe Chiraud et de moi-même en studio. À la fin de l'été, on est de retour en studio. Normalement pour de bon, à moins que ça y est, ça reparte en vrille. Mais là, ça y est, on a pris nos dispositions. En plus, AB1 vous prépare des très bonnes surprises pour la rentrée. Avec une déjà qui a été annoncée, Young Rock, qui va débarquer, la série sur la jeunesse du Jeune rock. Caillou. Exactement, et pas seulement. AB1 a déjà prévu de très bonnes surprises. Pas les pay-per-view. Je vous le dis tout de suite, ne vous montez pas quand même trop. Pas les pay-per-view. Mais ça reste très sympa et c'est exclusivement pour vous. Donc voilà, AB1 continue avec le catch. En tout cas pour l'instant. Après, on croise les doigts, parce que vous savez, négociations, tout ça, on sait jamais. Très bonne semaine à tous, et à toutes, bien sûr. Bisous, prenez soin de vous, et profitez encore de l'été. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut.